il y a déjà pas mal d'éditeurs finalement qui se lancent là-dedans. Mais vous parliez de livres publiés, vous parliez d'exploiter des livres numériques. Je ne sais pas si on emploie ces termes-là, mais on ne sait pas s'ils sont vraiment satisfaisants. La loi, en tout cas, ne parle pas de publication de livres numériques ni de réédition. Elle parle d'exploitation. Et c'est intéressant à ce moment-là de se demander ce que signifie pour un livre numérique le fait d'être exploité par un éditeur. Parce que le peu que je connaisse en informatique dit qu'il faut prévoir une chaîne de traitement que l'on peut concevoir de différentes façons, selon que l'on a un livre qui est nativement papier ou nativement produit sur le traitement de texte de l'auteur, ce qui revient de plus en plus au même, puisque je ne connais plus guère d'auteurs. Non, même Philippe Curval, je crois, écrit directement sur un traitement de texte. Non, ne vous retournez pas, il n'a pas entendu. Donc, il y a toujours au départ un texte numérique. Et après, il est assez facile de mettre en place une chaîne de production qui fait passer, après différentes étapes, à un format EPUB, par exemple, qui convient actuellement à toutes les bonnes liseuses. Enfin, disons, à des formats numériques adaptés aux supports dont on va se servir pour les lire. Mais l'exploiter, le texte, à l'heure actuelle, au sens informatique, ça veut dire le poser sur un serveur. Le poser sur un serveur, c'est une opération gratuite, quand il s'agit de quelque chose qui n'est pas très volumineux, ou disons qu'il y a un coût infime, de l'ordre de quelques centimes, pour un volume de données qui correspond à ce qui est celui d'un ouvrage. Donc que ce soit un éditeur ou n'importe qui d'autre d'ailleurs, qui dépose sur un serveur un livre numérique, qui a été facile à produire si on dispose au départ d'un texte numérique, traitement de texte, qui n'est pas si compliqué à reproduire, mais qui en général est bourré de fautes si on est parti d'un texte papier qu'on scanne. Dans tous les cas, le fait de l'exploiter, ce terme d'exploiter, ça n'est plus rien à l'arrivée. C'est une opération de téléchargement sur un serveur qui est quasi gratuite ou complètement gratuite. Donc, dans ces conditions, on ne sait plus ce que c'est qu'un texte exploité, et on ne sait plus quelle sera la durée de cette exploitation. Et moi, c'est cette question de durée qui me paraît peut-être encore la plus inquiétante, et j'aimerais bien avoir vos idées là-dessus. Quand est-ce qu'un texte cesse d'être exploité? Quand il a été déposé sur un serveur. Parce que le livre, dorénavant, ne redeviendra disponible, enfin, cessera d'être disponible, redeviendra indisponible, et donc, il faut qu'il redevienne indisponible pour que l'auteur puisse envisager de re-signer un contrat avec un nouvel éditeur, par exemple. Pour que l'auteur puisse reprendre ses droits sur le texte, il faut qu'il soit redevenu indisponible. Mais est-ce qu'il pourra un jour redevenir indisponible s'il est sur un serveur quelque part? Alors d'un point de vue juridique, si on arrive à mettre une durée sur un fichier numérique, et dire que l'exploitation de ce fichier numérique va de telle année à telle année par contrat, qu'est-ce qu'on va faire à la suite de ça? On va faire autodétruire ce fichier, mais tous les gens qui l'auront lu, qui l'auront pompé sur leur liseuse ou qui l'auront piraté à droite et à gauche, vont faire que de toute façon, ça c'est complètement caduc. Donc un fichier, une fois qu'il a été publié numériquement, il ne faut pas rêver. Ce truc, il est dans la nature, comme n'importe quel truc que vous avez posté sur Facebook, en pensant que c'était votre propriété à vie. C'est stocké quelque part, que vous ayez accepté ou que vous ne l'ayez pas accepté, c'est dans votre ordinateur, dans celui de votre copine, dans n'importe lequel, et quelqu'un peut le repomper. Alors quand on parle d'un livre qui en plus est vendu, donc mettons, dans le meilleur des cas, un livre à moins à 3 exemplaires, toi tu faisais 36, donc jamais. Donc, on se retrouve avec un truc qui de toute façon a été vendu à quelqu'un qui a le droit d'en faire ce qu'il veut. Donc il va enfiler une copie à sa copine, qui va le dupliquer, qui va le dupliquer, qui va le dupliquer. Donc là on n'est plus dans la copie papier. Si je prends un livre papier et je le pose sur cette table et je dis bon voilà tu l'achètes, hop, tu l'as dans ta poche et personne d'autre peut l'avoir. Toi tu l'as payé. Voilà. Tu peux le filer gratuitement à quelqu'un d'autre, mais tu n'en fileras jamais qu'un seul exemplaire. Mais, tandis qu'une copie numérique, je la balance à quelqu'un, n'importe lequel d'entre vous, vous la recopiez, vous la recopiez, vous la recopiez, vous la recopiez. À partir de cet instant-là, tous les contrats numériques que vous pouvez signer sont caducs. Ils ne veulent rien dire. Il n'y a que le contrat d'entrée qui veut dire quelque chose. Donc signer un contrat, par exemple, comme tu as signé à
à des pourcentages qui sont de l'équivalent du pourcentage papier, hein, sur des annonces à peine plus élevés de 2 ou 3%, peut-être plus élevés que les pourcentages. Oui, oui, en plus, ouais. Donc, ça rime à rien, parce que, comme disait Sylvie, ça coûte pratiquement que dalle, cette histoire. Le bouquin, il a déjà été fait, on vous demande que dalle, on publie ce truc, et ça se balade dans la nature, et vous touchez le même pourcentage que vous toucheriez en papier. Comment ça s'appelle, ça? Ça s'appelle pas de la honte, et ici, j'ai pas le droit de dire comment ça s'appelle vraiment. Mais ça s'appelle grave quand même, parce que franchement, sur un livre numérique, je veux bien admettre qu'il découle, je veux bien admettre que si l'éditeur fait bien son travail, vous a demandé votre avis, on fait des corrections, on fait une mise à jour d'un fichier qui était indisponible depuis un certain temps, d'un bouquin qui était indisponible depuis un certain temps, vous le réactualisez, il y a un certain travail qui est fait, tout ça, ça se connaît, c'est du travail, hein, c'est un boulot auteur, c'est pas un truc genre je vais acheter 3 yaourts, donc c'est quand même autre chose. Donc, ça se paye. Donc une fois que vous avez fait ce travail-là, il faut que vous soyez rémunéré pour ça. Donc je ne suis pas là en train d'être syndicaliste, c'est horreur des syndicalistes, ça m'emmerde. Quand j'ai besoin de pognon, je vais aller chercher moi-même. Mais c'est un truc qui m'horripile, quoi. Je fais un travail et le type ne va pas me payer. C'est une putain de plaisanterie, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une bon sens de plaisanterie. Bien, vous publiez un bouquin, quand vous signez en papier, ça vaut 6% parce que c'est du papier, parce qu'il faut couper des arbres, parce qu'il faut faire pousser des arbres, parce qu'il faut des gens pour corriger ton texte, parce que tu écris quand même vachement mal. Donc il y a des correcteurs et tout ça, puis il y a un type qui a fait la couverture, c'est vachement beau, donc tu ne trouves pas que c'est vachement beau? On va être distribué à tel endroit, puis ça sera observé, puis ça sera super beau. Voilà. Donc, et tu auras 6%. Bon, c'est bon. Voilà. Et je ne dis pas le contraire. Ça peut être ça. Ok, c'est un bouquin, il y a du travail, mais je suis d'accord avec les contrats d'édition que j'ai signés, j'ai pas de souci avec ça. Maintenant, le numérique, me dire que tu vas toucher la même chose qu'en papier, ça m'aurait-il complètement. Parce que je sais combien ça coûte de publier un bouquin numérique qui a déjà été écrit. Ça coûte 3 ans de rien. Voilà. Si ça coûte 1 euro, c'est plus du monde. Ouais, ça coûte du temps, mais ça a coûté quand même plus de temps au type qui l'a été qu'au type qui le publie. Il faut quand même pas déconner. Donc bon, voilà. Maintenant, les éditeurs, on en a besoin, tout le monde en a besoin, et même en numérique, je dirais, moi je vais peut-être un peu à contre-courant de certaines méthodes. En numérique, on a besoin des éditeurs. On peut publier nous-mêmes nos livres numériques. Ça, c'est une chose. Donc, par exemple, Jean-Claude Dugnac est un fervent défenseur de ça. Je ne vais pas contre, parce que c'est un auteur formidable. Il sait de quoi il parle. Et d'autres auteurs, comme Yann Yardal, défendent ce genre de point de vue, de dire pourquoi les auteurs, est-ce qu'on ne ferait pas un collectif, même qu'on fonctionne tout seul, mais qu'on publie le bouquin nous-mêmes. On a tous nos correcteurs, on a tous nos relecteurs, ça fait un certain temps qu'on écrit, voilà, on sait comment ça se passe, on sait comment publier un texte qui est publiable. Voilà. Pourquoi on ne ferait pas un collectif avec un éditeur commun qui validerait tout ça avec des professionnels? Et à ce moment-là, on va avoir notre pourcentage. C'est-à-dire que, par exemple, on va chez Amazon, et Amazon nous pique 70% de droits. 70% des droits. On n'est plus dans les 10%. On est carrément dans un vrai salaire. De base qui sera probablement beaucoup plus bas que celui de l'exemplaire papier. Oui, mais même si tu fais plus bas, 70% de 3 euros, ouais, ben c'est quand même vachement mieux que 75 de la barre. Non mais voilà, c'est une question après de où est-ce qu'on met la barre et ce qu'on veut faire. Moi je pense que l'argent va revenir à ceux qui font le travail. Voilà. Les éditeurs, ils font un travail, ils doivent être rémunérés pour ce travail, et il n'y a pas de raison qu'ils soient rémunérés pour un travail qu'ils ne font pas. Voilà, c'est tout. J'ai connu un certain président de la République qui était on va pas plus voir, c'était plus marketable, un certain président de la République qui disait que travailler plus pour gagner plus. C'est lui qui a fait voter avec les éditeurs, notamment certains qu'on a mentionné tout à l'heure, que je ne mentionnerai pas ici pour pas savoir le micro, travailler plus pour gagner plus, c'était pour certaines personnes, et que là, en l'occurrence, ces gens-là allaient travailler moins pour gagner plus. Et que ceux qui avaient travaillé, qui avaient écrit les bouquins, on n'allait même pas les consulter pour savoir si on avait publié leur travail. Enfin, je schématise un petit peu pour faire passer mon message. Mais globalement, c'est le sentiment que j'ai eu. Et quand on est allé au ministère avec Yann Yardal et d'autres, c'est un petit peu le discours qu'on a eu. Et ils étaient un petit peu sidérés de s'apercevoir que dans la chaîne du livre, il y avait des écrivains. Ça, c'était très étonnant. C'était nouveau. Personne n'était éditeur, on était écrivain. Ah bon? Le nouveau ministre a bien dit qu'elle s'occupait des vendeurs, des éditeurs et des libraires. Les écrivains, ils n'existent pas pour le ministère.
On est d'accord. Mais c'est un ministre en même temps. Il dit beaucoup de choses comme les ministres font. On paye pour ça apparemment.